pour se mettre en forme, se donner peut-être une petite vidéo. Hein, une petite vidéo. Bonjour à tous, je tiens à remercier tout particulièrement Madame Hérault de la DAEN et Christine Barré-Labre de Défi Métier qui m'a contactée au nom du réseau Cariforef. Malheureusement, je ne peux pas être présente à Rouen, mais je vais essayer de donner mon point de vue sur la construction des parcours en introduisant la table ronde qui aura lieu sur ce sujet. Il y a une vraie problématique de mon point de vue sur la construction des parcours parce que suivant les visées et les finalités des actions de formation, la coloration de la typologie de parcours n'est pas la même. Il y a une première logique qui est celle de l'insertion et de l'intégration, où se trouvent les publics réfugiés et primo-arrivants en particulier. Ces parcours-là ont pour dominante le niveau de langue et une finalité qui est l'obtention d'un titre de séjour, le renouvellement de séjour et l'obtention de la nationalité. À l'intérieur de ces visées d'insertion et d'intégration, il y a une multitude de dispositifs qui peuvent viser des niveaux, des contenus voisins, et cette boucle d'insertion-intégration fonctionne un peu en autarcie avec des dispositifs juxtaposés qui ne s'articulent pas forcément. Deuxième visée des parcours, ce sont les parcours à visée de professionnalisation qui ont une dominante emploi, accès à l'emploi, accompagnement vers l'emploi où le travail émerge. Et à l'intérieur de ces dispositifs financés par le Pôle emploi, parfois des OPCO, des conseils départementaux ou des agglomérations, les cadres référentiels ne sont pas stabilisés et l'articulation avec les parcours à visée d'intégration pourrait être développée justement à partir de l'articulation entre les différentes offres répertoriées par votre cartographie. Et enfin, il y a un troisième type de construction de parcours qui est celle de la visée qualifiante, CQP, titre du ministère du Travail ou diplôme de l'Éducation nationale, où ces parcours-là ont un cadre référentiel clair, que sont les référentiels de certification et de formation adossés à la logique de niveau du cadre européen de certification. Et là aussi, ce sont des logiques un peu étanches, pour ne pas dire étanches, entre les parcours à visée d'intégration et les parcours de certification professionnelle ou de préqualification qui incluent parfois de la langue, de la remise à niveau, des compétences de base ou des compétences clés. Donc, juste pour mettre en perspective trois questions, comment résoudre ces problèmes et essayer de construire des parcours articulés et pas juxtaposés? Il me semble qu'il y a trois pistes. La première, travailler sur un référentiel commun gradué des compétences transversales. Deux, faire en sorte que les publics bénéficiaires sortent de ces dispositifs avec des traces qui leur permettent de verbaliser et expliciter ce qu'ils ont appris pour ne pas leur présenter les mêmes contenus dans d'autres dispositifs où ils circulent en boucle. Et enfin, le troisième objet qui est peut-être le plus intéressant et qui concerne davantage les financeurs, c'est travailler sur des accords interinstitutionnels territorialisés pour faire des appels à projets, des RJSS, agglomérations, départements, régions et États, qui permettent, dans des marchés publics et des appels projets distincts, construire des parcours clairs suivant des visées identifiées. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une excellente journée de travail. Bon, on va réagir à tout ça. Je vais commencer par vous, Esther Dominique. Vous représentez l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bon, voilà, on a un outil qui vient du terrain, avec une homogénéisation, une structuration, avec des exigences de qualité pour rendre visible une action de formation répondant aux besoins d'insertion, professionnalisation, qualification. Dans le cadre de la politique
nationale qu'on évoquait tout à l'heure avec Martine Clavel. En quoi cette cartographie représente une valeur ajoutée pour vous, hein? On ne parle plus là de l'outil, on parle de sa fonction. Alors c'est vrai que dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, le dispositif donc s'inscrit pour une intégration réussie dans le temps et donc s'inscrit dans un continuum. Et donc en effet, indépendamment des enjeux réglementaires, le dispositif de l'OFII constitue une première offre structurée et structurante. On est là dans un écosystème complètement raisonné, puisqu'en effet, on doit articuler la formation initiale, qui est la formation de l'OFII qui vise le niveau A1, pour ensuite être développé sur des niveaux supérieurs et pourquoi pas, plus loin encore, pouvoir orienter sur des dispositifs à visée professionnelle, comme le disait Maria, ou des visées plus sociales. Donc, dans le cadre de l'OFII, nous avons sur les plateformes des auditeurs qui, à l'issue de l'entretien initial, peuvent orienter justement sur des dispositifs. Et la cartographie est un outil vraiment aidant et facilitant, puisqu'elle permet d'identifier les dispositifs existants sur un territoire et également le contenu de ces dispositifs. Donc, on peut donner une information précise à la personne que l'on reçoit, qu'elle soit primo-arrivante, qu'elle soit réfugiée, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, qu'elle soit jeune, moins de 25 ans, par exemple, et pouvoir justement l'orienter vers des partenaires qui proposent une formation adaptée et qui permettent de construire un parcours individualisé et personnalisé. On a vu ce matin l'importance de la logique d'appropriation, hein, qu'on a déployée de deux façons, en disant chaque acteur doit s'approprier l'outil, et puis on voit bien que pour que chaque acteur s'approprie l'outil à sa façon, eh bien, il faut évidemment qu'il le connaisse. Sur cet enjeu-là, quelle peut être la contribution ou, comment dirais-je, les initiatives prises par l'OFII pour que cet outil-là soit à la mesure de ses qualités, c'est-à-dire rentre évidemment en résonance avec tous les acteurs capables de l'utiliser pour le bien évidemment de notre collectivité nationale. Alors, pour exemple, je dirais qu'à l'issue de la phase expérimentale sur l'Île-de-France, ont été organisées dans un premier temps des rencontres avec Défi Métiers notamment, pour présenter la cartographie aux auditeurs, pour qu'il y ait justement cette prise en main, pour qu'ils puissent l'utiliser sur des moments de présence avec les primo-arrivants. Et donc ça a été vraiment un franc succès parce qu'on a fait toute l'Île-de-France. J'ai participé à celle sur Cergy et en effet il y a eu une réception très positive de l'outil, notamment pour des orientations post-dispositif OFII. C'était surtout ça. Donc, dans la construction de la cartographie beaucoup plus généralisée, j'ai travaillé directement également avec Défi Métiers pour donner une offre de formation initiale que les CARIFOREF ont pris en main pour ensuite aller interroger en effet les directions territoriales pour savoir si les cours de formation existaient réellement sur les territoires. Et en effet, c'est à ce niveau-là, en effet, qu'il faut dynamiser le réseau pour que les directions territoriales, les CARIFOREF puissent se rencontrer pour justement que la carte puisse être actualisée, être prise en main par les auditeurs. Et cette présentation, elle se fait au niveau des territoires. On a vu à plusieurs reprises la question de la qualité des formations dispensées se trouve posée. Bon, et tout à l'heure, c'est Florence là-bas qui disait jusqu'où ne faut-il pas aller trop loin, quoi. C'est-à-dire à quel moment est-ce que on arrête de cartographier, quel est le périmètre pour que la qualité soit toujours au rendez-vous. Avez-vous, en tant qu'OFII, des exigences particulières en cette matière? Pour nos publics, en effet, on a besoin d'un cadre de qualité qui soit référencé. Et en effet, le fait qu'il y ait des financeurs nous paraît être intéressant, puisque c'est un gage, en tout cas, d'existence sur le territoire et de réalisation. Donc, lorsqu'on interroge la cartographie,
Sinon, si on dirige, si on oriente une personne vers un dispositif particulier, on sait que ce dispositif a une réalité sur le territoire. Et donc ça, c'est un gage de qualité pour l'Office. Vous connaissez Estelle Caillot-Guillotin? Eh bien non. Non. Nous nous sommes aperçus. Je vous la présente puisqu'elle est chef du projet du Centre de ressources illettrisme et maîtrise du langage pour la région Île-de-France. Et précisément, elle s'est emparée de l'outil. Pour le faire fonctionner, il y a une appropriation de l'outil. J'aimerais, Estelle, que vous nous donniez quelques éléments nous permettant de comprendre ce que vous avez fait, le regard que vous portez évidemment sur les qualités de l'outil, ces éventuelles, comment dirais-je, améliorations possibles. Autrement dit, retour d'expérience Île-de-France. Je vais me permettre de faire passer un diaporama. Alors, donc moi, je suis Estelle Caillot-Guillotin, comme vous l'avez dit. On ne se connaît pas parce que en fait, je viens d'arriver depuis le mois de septembre sur le poste de chef de projet. Donc sur ce CRI maîtrise de la langue d'Île-de-France. Aujourd'hui, en fait, je suis devant vous parce que je vais bien sûr parler au nom du Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue, mais aussi au nom de la région Île-de-France, puisque Madame Potier n'a pu se rendre disponible aujourd'hui, et je vais tenter d'être sa voix. Oui, Laurence, on n'entend pas? Il faut vraiment... Non, pour Estelle, il faut vraiment... C'est comme si on mangeait une glace, quoi. Voilà. Okay, ça marche. Alors, on prend l'autre. Je vais essayer l'autre. Si, il est allumé pourtant. Il est allumé, mais là, il est allumé et il marche. Ça marche. Merci, Laurence. Donc, il m'importait de vous présenter, je dirais, en 3 points, les choses importantes aujourd'hui pour l'Île-de-France. Là, en titre, on a sécurisé, maillé les parcours d'insertion professionnelle, mais pour l'Île-de-France, l'important, c'est bien sûr de connaître l'offre de tous les financeurs. D'où l'importance de cette carte. Qui va appuyer cette connaissance. Deuxième point important aussi en Île-de-France, c'est de faire que les parcours puissent s'enchaîner, qu'on puisse passer de l'un à l'autre, comme l'a signalé Marielle là tout à l'heure. Et enfin, troisième point que je voulais ici poser pour au nom de l'Île-de-France, c'est ce cadre de référence très important, un cadre de référence commun pour évaluer et positionner les personnes à travers, pour l'Île-de-France, une carte de compétences, justement. Et pour le CDRIML, bien sûr, donc là, on a les 3 points dont je viens de vous parler, mais pour le CDRIML, l'important pour nous, c'est de créer du lien entre les financeurs aussi, parce que on va être, je veux dire, au chemin des financeurs quand des projets viennent à s'imposer. Et bien sûr aussi le lien entre les dispositifs. Cette cartographie va s'inscrire pour le CDRIML dans nos multiples annuaires, puisque dans les centres de ressources illettrisme, on oriente, nous on a un numéro vert par exemple, et on va orienter les personnes. Donc pour les orienter, il faut bien sûr bien connaître ce qui se passe sur le territoire. Donc ça va être un outil supplémentaire pour bien connaître ce qui se passe sur notre territoire qu'est l'Île-de-France. Juste cette diapo que j'ai travaillé avec Madame Potier. Elle est compliquée, hein. Elle est compliquée. Elle est exprès, on l'a mise compliquée. Juste pour dire, et je vais passer 2 minutes dessus, juste pour dire que l'important aujourd'hui, c'est de tout connaître. C'est-à-dire de connaître tout ce que proposent tous les financeurs partout. Ça glisse. Donc là, on voit bien qu'il y a la région, il y a l'État, il y a les départements, il y a les bassins d'emploi, il y a les communes. On en oublie. Elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, mais en tout cas, c'est pour montrer qu'il y a tous ces financeurs-là qui existent aujourd'hui et que tous ces financeurs-là ont besoin de connaître ce que font les autres. Ça veut dire que c'est vous qui jouez le rôle d'ensemblier? Travailler ensemble. Alors, nous, le Centre de ressources illettrisme aujourd'hui peut être en effet un élément moteur pour faire du lien, mais la région s'y attelle aussi. Merci. Autre diapo que je voulais vous proposer, je retrouve ma page parce que je suis pas dans le bon ordre, ça y est, c'est ça. Un exemple de parcours.
Mariella l'a dit tout à l'heure, des parcours articulés. Comment faire, et vous l'avez précisé, comment faire quand on sort de l'OFI pour pouvoir intégrer d'autres parcours financés, pour aller jusqu'à l'emploi ou pour aller jusqu'à l'emploi, soit par des programmes régionaux on parle de socle, pour continuer d'appuyer les connaissances, en allant jusqu'à la certification, parce qu'on sait très bien que c'est par la certification et par l'offre certifiante que on va pouvoir intégrer le monde de l'emploi. Voilà. Donc c'était aussi pour dire ça, que toutes ces flèches jaunes, on puisse les faire vivre et voilà, et ces cartographies y participent. Et je finirai sur le troisième point dont je vous ai parlé. C'est compliqué. Pareil, c'est compliqué. C'est une carte de Mariella pour ceux qui la connaissent, donc forcément c'est compliqué. Mais il y a l'idée on a une carte, on positionne une personne, et surtout, nous tous ensemble, que ce soit les financeurs, que ce soit les CRI, que ce soit les OFI, les OF, les OPCO, on puisse se dire, cette personne, elle a déjà été évaluée à un moment, elle vient chez nous, on la réévalue pas. On recommence pas tout à zéro, on a le même, on a la même lecture d'un même outil, et on va lui permettre de progresser en la positionnant sur cet outil-là. Face à cette complexité, quelle est la valeur ajoutée de la cartographie? Qu'est-ce que la cartographie permet de faire plus facilement qu'on ne le ferait s'il n'y avait pas la cartographie? Alors, je vais parler pour ma paroisse. Moi, cette cartographie, elle va me permettre d'aller voir toutes les personnes actrices des OFI en l'occurrence, mais autres, pour leur dire, venez vous professionnaliser avec les centres de ressources illettrisme, pour justement positionner les personnes et leur donner les moyens de passer d'un dispositif à un autre avec les mêmes repères. Alors, moi, c'est vrai que quand je vois la cartographie des acteurs là que vous nous présentez, oui. Bon, on est pris de vertige devant la complexité des acteurs départementaux, régionaux, États, etc. Bon, on voit bien que voilà, on a beaucoup C'est là la d'intervenants. difficulté, en Bon, fait. la cartographie, c'est un outil, mais pour qu'il soit bien utilisé, il faut qu'il y ait quand même un chef d'orchestre. Enfin, c'est-à-dire que quelqu'un qui puisse être le référent vers lequel cette complexité se tourne, où les acteurs s'organisent, eh bien, pour une action plus efficace. À votre avis, quel est le meilleur chef d'orchestre pour porter la cartographie? Je vais pas vous répondre, j'ai pas une réponse comme ça, sinon vous imaginez bien qu'elle serait déjà mise en place. Mais on peut peut-être se donner un exemple. Au niveau européen, on a bien un cercle avec tout le monde parle de A1, tout le monde parle de B2, on se comprend. On a un langage commun. Donc voilà, il y a quelque chose là à penser, mais pour penser ça, il faut mettre les financeurs et tout le monde ensemble, voilà, et le travailler ensemble. Esther, quel est le bon chef d'orchestre de votre point de vue? Je suis taquin. Je suis taquin. On va prendre celui qui marche. On est dans la préfecture, donc la Pas parole. celui qui marche. Je garde. Alors c'est vrai que depuis la réforme, l'OFI a un énorme travail de sourcing à faire donc sur différents dispositifs et c'est vrai que la cartographie est un outil adapté puisqu'en effet elle nous permet d'apprécier les prérequis qui sont nécessaires à l'entrée sur les dispositifs. Après c'est le public primo-arrivant réfugié, c'est un public OFI. Quelque part, on en est les dépositaires, on les accompagne sur les 5 premières années de leur intégration, de leur installation en France. Et on les voit donc dans le cadre du contrat d'intégration républicaine 2 fois, c'est-à-dire une fois lors d'un entretien initial et également lors d'un entretien bilan fin de CIR qui nous permet à nouveau de faire des orientations et de voir où ils en sont arrivés dans leur parcours de formation et de les inciter à aller plus loin pour gagner en autonomie. Donc de ce point de vue-là, l'OFI est un chef d'orchestre, si je peux reprendre votre mot, légitime, voilà, pour orienter et pour sourcer le public sur d'autres dispositifs qui gravitent
autour de ce dispositif réglementaire, je dirais. Voilà. Estelle. Dans un premier temps. Avec l'idée que quand du coup un bénéficiaire sort de l'OFI, il a avec lui un élément qui peut, je parle de carte de compétences, mais un élément qui pourrait lui faire éviter de repasser tous les tests. C'est comme quand on est malade, d'abord le médecin il vous fait une prise de sang, il vous dit il faut aller voir tel spécialiste, le spécialiste dit ah, c'est pas le bon labo, je voudrais une deuxième prise de sang pour avoir le bon labo, puis vous rentrez à l'hôpital, ils vont refondre une troisième prise de sang. C'est ça qu'on veut éviter en fait. C'est un passage de relais. Voilà, c'est comment on se passe le relais de dispositif à dispositif avec un cadre commun, c'est ce qu'a dit Mariella, mais là il y a une idée forte je pense qu'il faut garder. Hein. Donc il faut creuser l'idée de où sont les cercles de bonne intelligence, quoi, qu'on peut créer en se servant de l'outil. Ne sous-entendez pas qu'on n'est pas actuellement en bonne intelligence, mais on va progresser. Non, je ne sous-entends rien. Je ne sous-entends rien. Je regarde simplement que les possibilités d'évolution. Hein, et puis, on est évidemment toujours dans des champs où on voit bien que la qualité de la relation, je dirais même la qualité de l'équation personnelle des acteurs qui portent un tel projet est essentielle à sa réussite. On regarde comment ça peut se passer. Là, on zoome au plus près du terrain. Avec vous, Laurent Hébert, vous êtes Jeunesse et Sport et Cohésion sociale. Vous êtes tout neuf, vous, dans le système. Oui, ça fait qu'1 an que je travaille à la DRDJSCS pour le petit mot qui va bientôt disparaître l'année prochaine en 2020 pour s'appeler la DRETEX. Bon. Voilà, c'est pas mieux. Qui va s'appeler comment ? Qui s'appellerait la DRETEX. D'accord. Voilà. Ok, merci de l'information. Je ne le savais pas, ça simplifie. Bon, on a vu que dans le témoignage de plusieurs autres régions, que la question évidemment de la relation avec votre direction, hein, dans les autres régions, est un élément clé, essentiel. Et tout à l'heure, Mariella disait, bon, là encore, vive les coopérations interinstitutionnelles, hein, vive la disparition de ce que j'appelle les étanchéités. Donc, comment est-ce que vous regardez ce projet dont nous parlons, la cartographie? Comment vous vous insérez? Quelle est votre valeur ajoutée? Nous, en tant que DRDJSCS, on est un des financeurs, un des maillons de la chaîne de l'intégration. Et donc, on alimente le réseau des CARIFOREF principalement sur le programme 104 et sur la politique de la ville. Et si, pour le programme 104, il s'agit des apprentissages de la langue et de l'OPRE. Donc, on est, nous, un des maillons de la chaîne. Rappelez-nous ce que c'est que l'OEPRE. Ah, pardon, c'est Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants, qui est un dispositif cofinancé par l'Éducation nationale et l'ADN. Comment est-ce que vous pouvez, comment dirais-je, participer à la création de ce réseau qui est attendu par tous les acteurs qui se sont exprimés? C'est-à-dire que si vous devez jouer un rôle actif dans la promotion de cette cartographie, dans son utilisation au bénéfice évidemment des citoyens qui en ont besoin, c'est quel rôle? Alors nous, on peut jouer notre rôle non pas directement auprès des bénéficiaires, mais auprès des organismes comme les directions départementales qui, elles, sont au plus près des associations, associations sont au plus près des bénéficiaires. Donc on a un rôle d'information sur ce dispositif, le faire connaître et le faire vivre. C'est-à-dire très concrètement, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec Luc Chevalier, avec Jean-Philippe qui s'est exprimé tout à l'heure? C'est-à-dire que si on essaye d'illustrer cette capacité à agir ensemble, vous faites quoi avec eux? Il y aurait un intérêt à monter un réseau. On s'est déjà rencontrés, peu souvent, mais enfin en tout cas, on l'a déjà fait. Je pense qu'il y aurait nécessité à travailler ensemble de façon régulière pour alimenter de façon certaine le réseau, apporter des informations très précises. On a vu tout à l'heure qu'il y avait encore quelques trous dans la raquette, quelques petits ratés, mais c'est normal, hein, tout ne peut pas se faire en une seule journée, mais justement on doit pouvoir travailler ensemble pour que ces informations soient les plus précises possibles.
Quand vous discutez avec vos collègues de la direction, Jeunesse et Sport, Cohésion sociale, et que vous leur parlez de la cartographie, est-ce qu'ils haussent les épaules en se disant « Waouh, c'est un truc supplémentaire qui nous tombe sur la tête » ou est-ce qu'il est facile, comment dirais-je, de les mobiliser? Est-ce qu'ils s'y intéressent ou est-ce qu'ils regardent ça comme un élément extérieur? Iti. La question est délicate. Je dirais que quand on voit un nouvel outil, on a toujours peur. On se dit, mais qu'est-ce que ça va être ce machin-là? Ça peut être la première approche. Mais non, rapidement, je pense qu'on a tous besoin d'une cartographie. Alors, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, et notamment si on veut reprendre les dispositifs d'ouvrir à l'école aux parents, c'est aussi de voir sur le territoire comment sont répartis ces ateliers. Est-ce qu'il y a aussi des ouvertures à faire, etc. Comment on peut faire pour que on aille au plus près encore des bénéficiaires. Donc ça, il y a vraiment l'intérêt de prendre du recul sur l'ensemble des dispositifs. Oui. Estelle, est-ce que c'est facile lorsque vous êtes en contact avec vos partenaires de la région Île-de-France de leur parler de cette cartographie en les mobilisant? Est-ce que c'est un élément qu'ils intègrent, qu'ils comprennent comme une nécessité ou une contrainte supplémentaire? Oui, alors, juste une spécificité. Moi, en tant que centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue sur l'Île-de-France, on est financé par la région Île-de-France. Donc, moi, je travaille étroitement, forcément, puisque on a des obligations, mais aussi, on construit ensemble. Donc, oui, bien sûr. Je réponds oui à votre question. Oui, oui. Mais non, c'est un oui poli ou c'est un oui, comment dirais-je, fondé sur un vécu avec vos collègues. Lorsque vous arrivez devant eux en leur disant, moi je suis Estelle, je vais vous parler de la cartographie, est-ce qu'ils disent bravo, super? Alors, encore une fois, c'est un outil supplémentaire qui va nous être utile, sur lequel on va s'appuyer quand on va informer, quand on va répondre aux sollicitations et quand on va appuyer toutes les structures que l'on peut accompagner. Donc, non, bien sûr que c'est un outil supplémentaire et intéressant pour nous. Et juste une remarque aussi, sur l'Île-de-France, là, actuellement, le Centre de ressources illettrisme, en partenariat avec Réseau Alpha, on est en train de faire une cartographie des coordinations linguistiques. Donc, je comprends tout le travail qui a été fait, parce que, voilà, c'est nous, juste sur l'Île-de-France, ce petit bout là, c'est très complexe à faire et à mettre en œuvre, mais d'une telle richesse pour notre quotidien après, voilà, une cartographie des coordinations linguistiques va permettre justement d'avoir ce dont vous parliez, une vue d'ensemble, et de pouvoir aller voir les financeurs et de parler et d'avoir une base pour discuter. Alors, un autre acteur important, c'est évidemment l'éducation nationale. Et là, on va... Oui, vous vouliez intervenir, madame? Oui, bonjour. D'accord. Tout à fait. Merci. Oui, l'idée c'est de déployer en fait, hein, c'est de déployer, on va dire justement toutes les bonnes pratiques. Esther, vous vouliez intervenir et réagir. On se partage du micro parce que les autres ont quelques faiblesses. Oui, il va falloir qu'on mette des piles dedans, j'ai l'impression. Je voulais simplement compléter, en effet, c'est que ce réseau, il est également inscrit dans le cadre de notre cahier des charges sur la formation linguistique. Et qu'en effet, on incite en tout cas les opérateurs à faire vivre cette cartographie et à prendre à tâche auprès des CARIFOREF pour déclarer les sites de formation. Donc voilà. Merci Esther. Alors, un autre acteur important, c'est l'éducation nationale. Là, on part du côté du rectorat. Rappelez-nous, Sandrine Boussard-Nilly, ce que vous faites au rectorat.
Alors, le CASNAV, donc le Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs, donc s'occupe effectivement de ces deux publics en priorité, hein, donc les élèves allophones et les enfants du voyage. Et dans ce cadre-là, nous nous occupons aussi, dans un copilotage entre le préfet de région et les recteurs, du dispositif Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Pouvez-vous nous parler de ce dispositif, de son importance, de ce qu'il représente, de ses missions, de manière à ce qu'on puisse bien comprendre comment la cartographie s'intègre dans ce dispositif? Donc, ce sont des dispositifs qui ont vu le jour en 2008, donc ce n'est pas très récent. Mais depuis juin 2018, il a été décidé, hein, dans le comité interministériel, de doubler le financement de ces dispositifs entre 2018 et 2020. Donc, la première piste pour nous et le soutien de la cartographie aussi, c'est de montrer cette évolution et de permettre aussi aux parents qui peuvent être mobiles de poursuivre des formations qu'ils auraient entamées dans ces dispositifs. Concrètement, comment ça se passe? Donc, ce sont des dispositifs qui sont ouverts dans les établissements scolaires. Ça a lieu sur le temps scolaire. C'est entre 60 et 120 heures l'année et il y a 3 objectifs. Donc, le premier, c'est l'acquisition du français, avec comprendre, parler, lire, écrire. Puis, il y a un volet sur la connaissance des valeurs de la République et surtout, je vais dire, la connaissance du système scolaire, c'est-à-dire donner toutes les clés nécessaires aux parents pour comprendre, pour suivre la scolarité de leurs enfants. Comment est-ce que, concrètement, comment est-ce qu'on accueille les parents dans l'école? Comment est-ce que ça se passe? Alors, chaque dispositif, en fait, accueille les parents d'un territoire donné. Ce ne sont pas les parents d'un établissement à proprement parler. Les inscriptions, donc, sont, on va dire, guidées par la diffusion dans les établissements ou par, justement, les associations avec qui on peut être en lien qui sont sur cette cartographie. On informe les parents. Ce sont les parents volontaires? Oui. Qui viennent. La cartographie vous permet de faire quoi? De faire mieux? Comment? Alors, dans la cartographie, il y a deux pistes. C'est-à-dire que certains parents vont, par exemple, avoir été accueillis à l'OFI dans des cours, et puis ensuite, ils auront peut-être un niveau suffisant pour intégrer l'OEPRE. Donc ça, c'est le premier lien qu'on peut faire dans ce sens-là. Mais il y a un autre lien, c'est-à-dire que des parents qui sont dans les dispositifs OEPRE ont envie, par exemple, d'une certification. Et donc là, on va s'appuyer sur la cartographie pour les guider, ou une qualification. C'est-à-dire, en quelque sorte, l'accueil des parents à l'école, c'est une première étape qui permet évidemment de voir, comment dirais-je, comment les parents ont envie de participer à l'aventure de leurs propres enfants et en même temps de leur propre aventure. Et la cartographie vous permet évidemment de les relayer, de les conseiller pour ensuite poursuivre leur propre parcours. Oui, tout à fait. Oui. Et nous avons plutôt un rôle de conseil. Nous ne créons pas à proprement parler de parcours, mais on peut les orienter vers les différents partenaires. Vous souhaitiez que je donne la parole à Jamal Hamzian? Oui. Oui, il est où, Jamal Hamzian? Voilà, Monsieur Hamzian, si vous voulez venir par Venez, là. Monsieur Hamzian. Venez nous rejoindre. Donc, Monsieur Hamzian intervient dans l'OEPRE du collège Canteleu. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc, sur le territoire normand, il y a 21 dispositifs. Donc, nous avons déjà doublé la commande. Je vais donner la parole à Monsieur Hamzian. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, monsieur, ce que vous faites concrètement? Quelle est votre mission? Donc, bonjour. Bonjour. Ma mission en tant que professeur, donc je suis professeur de FLS, j'interviens au niveau de l'EPE d'USA avec les collégiens. Donc, on m'a confié cette mission auprès des parents qui est vraiment autre chose, je veux dire une autre façon d'enseigner. Ça marche, non? Il marche. Oui, oui, parlez bien. Donc, c'est une très belle expérience. La question, c'était?
Oui, oui. Quelle est votre mission? Ma mission. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que lorsque tout d'un coup, voilà, des parents souhaitent participer à l'opération porte école ouverte aux parents, dans l'intérêt de leurs propres enfants, comment est-ce que vous les accueillez? Qu'est-ce que vous faites avec eux? Comment se déroule leur parcours? D'accord. Donc, pour commencer, j'ai à peu près une vingtaine d'inscrites, on va dire, des mamans, pour la plupart. Et donc, j'essaye vraiment de respecter dans mon projet pédagogique tout ce qui est fixé par les 2 ministères, donc répondre à ces objectifs. Après, essayer de les intégrer au mieux, parce que c'est pas toujours facile. Donc d'abord, on commence par le volet linguistique, c'est la priorité, parce que ces parents, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Et puis après, les intégrer progressivement en fonction de leur parcours, parce qu'il y a ceux qui sont en France depuis 1 an, 2 ans, voire 5 ans, 6 ans. Donc c'est très hétérogène. Donc ma mission, c'est vraiment les intégrer et puis aussi répondre à chacune selon son origine, ses objectifs par rapport à la formation, pourquoi elles sont là. Donc tout ça, ça fait que voilà, je dois m'adapter à des besoins vraiment spécifiques. C'est difficile. C'est un C'est métier très difficile. difficile, mais c'est vraiment très riche comme on va dire travail à mettre en place. Ça nous permet toujours de réfléchir d'une autre façon d'enseigner, parce que c'est vraiment des demandes très spécifiques. Je peux donner quelques exemples. Là, j'ai travaillé bien sûr tout ce qui est valeurs de la République, l'intégration. Bon, ça c'est facile le discours, mais en fait, quand on est face à un public où il faut lutter contre les préjugés, ça c'est pas évident. Je donne un exemple à Conteleu. Donc il y a la cité, il y a le collège, il y a des mamans, elles accompagnent leurs enfants à l'école et puis elles rentrent à la maison et puis elles ressortent pour les chercher et ainsi de suite. Et puis voilà, pendant 5-6 ans comme ça. Donc là en fait, je voulais leur dire, bah, c'est pas ça la France en fait. Donc quand on leur parle des droits de la femme, quand on leur parle de la laïcité, bah, ils disent c'est quoi la laïcité? Ça n'existe pas dans leur esprit en fait, la laïcité. Donc ça, il faut trouver les mots, le discours simple, vraiment pour leur montrer que vous êtes des parents à part entière. Il faut que vous avez des droits, vous avez des devoirs. Donc il faut trouver donc le moyen pour leur exprimer, enfin expliquer donc leur rôle et leur présence sur le territoire français, parce que quelqu'un qui vient de Turquie, il reste dans son clan turc qui n'est pas en France. Et il faut les sortir en fait de cette bulle en fait. C'est ça le but. Est-ce que, comme le suggérait tout à l'heure ou le disait Sandrine, est-ce que il y a beaucoup de parents qui, au-delà de ce premier contact qu'ils ont avec vous, ont envie pour eux-mêmes et non plus forcément pour leurs enfants, de poursuivre leur parcours et de formation de manière à pouvoir acquérir une maîtrise de la langue suffisante pour être un citoyen, une citoyenne éclairée? Voilà, donc moi j'ai quelques exemples. J'ai déjà au moins 3 ou 4 mamans qui ont trouvé du travail grâce à cette formation. D'autres aussi qui ont ce projet de poursuivre une formation professionnelle. Et là, le seul obstacle, c'est plutôt le volet linguistique. Et je travaille beaucoup sur ça en fonction de leurs besoins. Donc aussi, je réponds vraiment à des besoins spécifiques. Il y a le parcours d'intégration au sens large. Et des fois, c'est vraiment un besoin spécifique. Il y a une maman qui veut passer le permis de conduire parce que pour travailler, il faut conduire, il faut une voiture. Donc là, effectivement, elle m'a fait une demande de lui expliquer un petit peu, la préparer pour passer le permis de conduire. Donc j'essaye, je trouve toujours un moyen de répondre à des demandes spécifiques. Donc vous leur donnez confiance. Comment? Vous leur donnez Ah, confiance. ça, j'ai un témoignage d'ailleurs, dommage, il n'y a pas la vidéo. C'est le premier, même avec les collégiens, la première chose à faire, c'est de leur redonner confiance. Surtout un enfant, même une maman qui se retrouve isolée de tout, la première des choses à faire, c'est leur redonner confiance. Et à partir de là, c'est vraiment, on va dire, facile pour elle
de poursuivre le parcours. Alors, vous avez ici autour de vous des acteurs qui représentent différentes institutions. Hein. Oui. Alors, c'est toujours très compliqué, bon, mais qui sont unis par le même désir. Et la cartographie en est l'une des illustrations, c'est de pouvoir offrir un parcours d'intégration, de formation plus efficace pour que la République accueille ces nouveaux citoyens de façon digne et leur permette de vivre leur vie de citoyen à 100%. Au regard de votre expérience, monsieur, avez-vous des suggestions à faire aux acteurs qui cherchent à faire cet outil, qui cherchent à mieux travailler ensemble ? Oui, effectivement, parce que là, ça fait 3 ans que je travaille avec un groupe assidu. Je suis sûr qu'un jour, elles vont pas rester 10 ans dans ce dispositif. Après, effectivement, moi, je pourrais les perdre, mais qu'est-ce qu'elles vont faire après? J'aimerais bien s'il y a un échange avec le CASNAV ou avec moi, et puis si, par exemple, transmettre des informations concernant la poursuite de leur projet, pourquoi pas? C'est important ce que vous dites là. Hein, ouais. C'est important. Autre regard. On va continuer, celui de Bruno Garbet. Alors, vous êtes responsable des ateliers sociolinguistiques de l'AREC, l'association Réseau Échange Culture. Qu'est-ce que c'est que l'AREC, monsieur? L'AREC, c'est une association qui a été créée en 1995 par une ex-enseignante. C'est un espace de vie sociale, donc on fait de l'ASL, mais on a aussi d'autres ateliers comme la cuisine, un réseau, de l'informatique. Et donc, en ce qui concerne l'ASL, nous avons plusieurs groupes, de l'alphabétisation, du FLE, un petit groupe d'illettrisme. Nous avons mis en place aussi cette année un atelier c'est un rapport avec l'emploi. C'est une personne de Pôle emploi, en fait, une ancienne personne de Pôle emploi, qui vient aider les gens à rechercher des informations, à regarder les offres d'emploi, à faire des CV. Nous avons mis aussi en œuvre cette année c'est le français du code de la route. Donc nous essayons de faire des choses pratiques. Pareil dans les cours d'ASL, c'est toujours centré sur la vie quotidienne, les espaces sociaux. Oui. Qui accueillez-vous, monsieur? Nous accueillons beaucoup de personnes qui viennent d'arriver en France, avant même d'être passées d'avoir fait leurs heures au OFI. Elles viennent nous voir, elles font du français. Après, elles vont aller à Récif, à Fodeno pour leurs heures OFI. Et il y en a beaucoup qui reviennent nous voir après. Donc nous sommes vraiment complémentaires par rapport à ça. Donc vous travaillez sur le Havre. Hein, le Havre. C'est combien de personnes qui viennent vous voir, monsieur? Pour les statistiques de 2018, ça a touché, c'était 278 personnes. D'accord. Quand vous regardez le travail qui a été fait, lorsque vous entendez les différents acteurs s'exprimer, quel est le message que vous avez envie de leur passer au regard des responsabilités, monsieur, qui sont les vôtres, au regard des réseaux qui sont les vôtres? En fait, cette cartographie, ça va surtout servir pour d'autres, pour nous trouver à nous. Parce que sinon, c'est pas évident. Et c'est bien de pouvoir savoir, en fait, ce qui se passe partout sur le territoire. Si on a quelqu'un qui va dans une autre ville, par exemple, pour lui donner des informations. Et nous-mêmes, d'ailleurs, il y a beaucoup de structures qui donnent des cours qui ne sont pas répertoriés parce que ça fonctionne qu'avec des bénévoles. Il n'y a pas de subvention. Et nous-mêmes, en fait, nous aimerions, à notre échelle locale, nous faire un petit annuaire. Pardon, à l'échelle locale, une sorte de petite cartographie, mais avec les associations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles et qui ne sont pas répertoriées, parce que ça peut être utile aussi. Oui, mais là, on a vu que la clé du financement, c'est le financement là, oui. est une clé qui permet d'agir au plan national et entre guillemets, c'est une garantie qualité parce que il y a quand même après des contrôles, il y a des exigences évidemment qui sont liées au financement. Mais donc vous souhaiteriez évidemment pouvoir de voir un dispositif plus large. Oui, plus large. Quelles sont les difficultés, vous, que vous rencontrez dans l'exercice de vos responsabilités, monsieur? Les points sur lesquels vous voulez attirer notre attention pour que on puisse
mieux travailler sur les enjeux qui nous rassemblent aujourd'hui? Notre problème principal, c'est que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde par manque de ressources. Les locaux, déjà. Nous sommes dans des locaux qui sont mis gratuitement à disposition par la ville, mais c'est pas assez. Donc, on a toujours une liste d'attente. Là, on a recommencé les inscriptions en septembre et on a déjà une liste d'attente de 60 personnes environ. 60 personnes, oui. Beaucoup, hein? Ouais. Et là, on a un manque de locaux, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur. On va revenir sur certains points que vous avez évoqués, mais d'abord, je voudrais donner la parole à Jean-Claude Gapin-Fréhel, délégué général du Cariforef JIP Alpha Centre, Centre Val-de-Loire, donc on est au Centre Val-de-Loire. Bon, vous avez souhaité faire partie du projet cartographie dès l'origine. On vient d'entendre un certain nombre d'acteurs qui expriment leur désir de travailler ensemble, tout en gardant évidemment une exigence qualité, tout en gardant un contact avec le terrain. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de vous inscrire dans ce projet et quels sont évidemment les enseignements que vous tirez de votre propre expérience et de ce qui a été dit? Je parlerai à la fois au nom de RCO et au nom de mon Cariforef pour expliquer expliquer en fait la réalité de terrain. Alors au niveau de RCO, en effet, je fais partie des 6 régions qui ont rejoint l'expérimentation qui avait été menée par Île-de-France. Pourquoi? Parce que cette commande de la DAEN, déjà c'est une commande de la DAEN, et ça on l'a pas encore dit, c'est-à-dire que nous travaillons avec le ministère du Travail, nous travaillons avec la jeunesse et les sports, nous travaillons avec l'éducation nationale, mais nous ne travaillons jamais avec le ministère de l'Intérieur. C'est quand on parle du... Voilà, c'est la panne, ça y est, et il veut bien reprendre. Voilà. Donc concrètement, avoir un 4e ministère, j'allais dire, qui intervienne, pour nous, c'était très intéressant comme approche. Mais Martine, vous avez entendu quand même. Voilà. Et ça dépasse la simple commande. C'est-à-dire que très clairement, pour nous, ça relevait d'un besoin local que nous n'arrivions pas à mobiliser. Donc très clairement, ça veut dire, et j'insiste là-dessus, que pour nous Cariforef, pour mon Cariforef, ça a été l'élément déclencheur qui nous a permis réellement de monter cette cartographie et tout ce qui va autour. Parce que l'offre de formation, c'est notre métier de base. C'est notre métier historique en quelque sorte. Mais nous avons un autre métier, c'est la diffusion de l'information et de l'offre de formation. Et ça, on l'a pas assez suffisamment indiqué ce matin. Nous disposons de sites internet puissants, extrêmement regardés sur les territoires et qui ont permis, outre les réunions qui ont pu avoir lieu sur les départements qu'évoquait mon collaborateur tout à l'heure, de diffuser par des articles, par l'information. Et une chose importante, c'est que le site que vous avez vu tout à l'heure, c'est un site national, mais cette cartographie, elle est aussi sur nos sites régionaux qui sont consultés par des milliers d'utilisateurs chaque année et par l'ensemble des acteurs. Les Cariforef sont des ensembliers. Ensembliers, ça veut dire que concrètement, ils sont au milieu d'un certain nombre d'acteurs, et si on regarde tous les acteurs dans cette salle, ils sont tous dans mon conseil d'administration. C'est-à-dire que j'ai à la fois la direction de la jeunesse et des sports, j'ai les OPCO, l'ensemble des partenaires sont déjà au sein de ça. Nous sommes des ensembliers car nous sommes au cœur des politiques d'orientation, d'emploi, et nous sommes un outil, bien entendu. Mais quand je dis nous sommes au cœur, c'est-à-dire que nous sommes en animation de ça, et je donnerai un exemple simple. Vous avez le CPRDFOP, vous avez à l'intérieur un plan régional qui est un nom barbare que je vous indiquerai pas, mais qui est un plan régional, je vais dire, d'acquisition et de développement des compétences de base. Et ce plan régional, nous l'avons à l'intérieur de nos dispositifs. Vous êtes un homme de passion, vous, hein? Oui, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette cartographie, parce que en fait, c'est un sujet qui est qui n'est pas un sujet marginal, mais qui restait un sujet en marge. La différence est fondamentale. C'est pas un sujet marginal, c'est un sujet en marge. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin, il y avait une utilité sociale pour développer ça, et très clairement, on s'en est saisi en tant que Cariforef, parce que non seulement c'était une commande qui était passée par un ministère qui avait besoin d'un outillage national, mais nous avions besoin, nous aussi, de pouvoir mettre en œuvre sur les territoires, et sans ça, nous n'aurions pas pu le faire. Qu'est-ce que vous faites mieux avec la cartographie
que vous ne faisiez avant? Eh bien, par exemple, je vais revenir un petit peu à contre-courant de ce qui a été indiqué tout à l'heure. Nous avons commencé par intégrer dans nos bases, pour être très pragmatique, l'offre de l'OFI. Et donc, dans l'offre de l'OFI, nous avons l'offre réglementaire, et ensuite, nous avons enregistré l'offre complémentaire. Ça représente 41 formations sur mon petit territoire. 41 formations. Au final, nous avons 581 formations qui sont enregistrées aujourd'hui. C'est-à-dire que, pour résumer, l'offre de l'OFI, qui est une offre que qualifierais de super structurante, en dessous, vous avez une offre structurante régionale avec Pôle emploi, avec les régions, avec parfois les départements, c'est pas trop le cas chez nous, donc plutôt la région et Pôle emploi, mais ça veut dire que nous avons pris en compte, justement parce que nous avions une connaissance des territoires, et c'est là que nous sommes importants, c'est-à-dire que nous sommes en interaction avec, là, à la fois le niveau national, mais avec une très bonne connaissance du territoire, nous avons rentré des centaines de formations, qui sont des formations qui répondent à ce que disait monsieur et à ce que disait monsieur, c'est-à-dire, pour résumer, des organismes qui ne sont pas financés, qui sont faits de bénévoles, associatifs. Mais dans un territoire rural comme le nôtre, qui est plus grand que la Belgique, très clairement, les offres structurantes, vous les retrouvez où? Au niveau des agglomérations. Alors, et les gens ne peuvent pas se déplacer. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des territoires ruraux? Mais justement, on intervient avec, vous avez des comités sociaux dans des toutes petites communes qui, en fait, ont des actions à ce niveau-là. Alors, on parlait de la question de la qualité tout à l'heure. Je pense qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Lorsqu'on dit que le financement des formations est un gage de qualité, je suis totalement d'accord. Mais le fait que les formations ne soient pas financées ne veut pas dire qu'il n'y a pas qualité de la formation également. Je vois monsieur qui réagit. Oui, C'est ça. Non, mais après, c'est toute la question de l'évaluation. Oui, des clés d'évaluation. De l'évaluation, mais vous voyez, par exemple, nous sommes des Cariforef, c'est-à-dire que Cariforef, nous avons donc également, en tant que Cariforef, un observatoire, et nous avons des observatoires des parcours, par exemple, au niveau de nos Cariforef, et dans les développements, entre guillemets, futurs et potentiels, on peut imaginer que certains de nos OREF puissent travailler également sur l'observation des parcours de ces publics, comme ils le font pour un grand nombre de publics à l'heure actuelle. Est-ce que la cartographie, question précise, c'est un outil qui permet de lutter contre la pauvreté, qui permet de... Oui. Bien sûr. Je peux vous dire que très clairement, lorsque ma directe a appris que nous étions dans ce dispositif, parce que vous savez, il y a un petit cloisonnement entre un ministère, et le temps qu'on se rende compte que cette action financée par le ministère de l'Intérieur, j'insiste encore là-dessus, avait aussi son utilité. Je peux vous assurer que les responsables, notamment de tout ce qui touche aux politiques de pauvreté, de cohésion sociale de la directe, se sont rués sur nous pour voir comment ils pouvaient utiliser et comment ils pouvaient diffuser l'information. Quelles sont les difficultés à surmonter ou les opportunités à saisir? On pense là à l'avenir. Alors, les difficultés à surmonter, je pense qu'on l'a dit, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a établi une cartographie, on est sur une diffusion, et je pense que ça a été suffisamment dit jusqu'à là pour le répéter. La difficulté à surmonter, c'est comment on crée une cohérence entre guillemets entre les acteurs, en sachant que, je le rappelle, que la majeure partie de ces formations, certaines sont statutaires. C'est-à-dire que pour faire une formation financée par Pôle emploi, il faut être demandeur d'emploi. J'allais même presque dire que pour faire une formation au EPRE, il faut au moins être parent d'élèves pour le coup. Donc concrètement, la réflexion, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir une complémentarité, une fluidité, une non concurrence entre l'ensemble de ces systèmes. Mais c'est également continuer la réflexion sur l'entrée technique, entre guillemets, de l'offre de formation. Je voyais le site tout à l'heure et je réagissais lorsqu'on a parlé, par exemple, de formation périmée. On a dit, formation périmée, c'est une formation, faut pas la voir. Si, il faut la voir. Moi, je l'appellerai pas périmée, je l'appellerai en cours. Parce qu'on sait, nous, Cariforef, qu'il y a nombre de formations, notamment celles qui sont en entrée permanente, où si vous marquez opération périmée et que vous les retirez du système, en fin de compte, c'est des entrées où vous pouvez avoir des gens qui se réintroduisent 10 jours, 15 jours après l'entrée en formation de ces dispositifs. Est-ce que la cartographie permet de faire évoluer l'offre, de mettre en place de nouvelles formations, c'est-à-dire d'imaginer ce qui n'existe pas encore? Est-ce que le simple fait de rapprocher, de rendre homogène et lisible l'action d'acteurs différents permet évidemment cet enregistrement? Parce qu'on l'a pas dit encore suffisamment, ça intervient à deux niveaux. Il y en a un qui est au niveau du contenu de l'offre elle-même, c'est-à-dire la réflexion sur est-ce que c'est bien ce qui correspond aux attentes des territoires, et puis il y a l'autre également qui est tout simplement l'analyse en aménagement du territoire que peut réaliser la région pour savoir où sont les trous dans la raquette.
C'est très clair. Lorsque vous avez, encore une fois, dans un territoire rural, quelqu'un qui se trouve à 70 km du chef-lieu de département, c'est très compliqué pour lui de venir à des formations au chef-lieu de département. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir, mesdames et messieurs, sur cet ensemble d'interventions extrêmement riches? Oui, je vous vois, madame. On va vous apporter un micro. Ne cassez pas votre voix. Oui, merci. J'avais juste une petite question concernant les OEPRE. Donc, le monsieur qui est intervenu, qui est en charge de ça dans un collège. Alors, comment est fait le lien entre l'apprentissage de la langue et puis la réussite des enfants? Donc, dans leur scolarité, bien sûr. Donc le lien, effectivement, on travaille beaucoup sur ça parce que c'est, on va dire, c'est l'objectif principal. D'ailleurs, au PRE, donc voilà, ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Donc dans mon programme d'apprentissage, le projet pédagogique, tout ce que je fais, il faut que j'adapte le contenu donc de toute la séquence en rapport avec l'école. Donc tout ce qui se passe à l'école, les parents, les enfants et l'école bien sûr, donc tout ça, on le travaille d'une façon bien sûr progressive pour que au final le parent ait des informations suffisantes, connaître son rôle en tant que parent, ses droits, ses devoirs, et on travaille vraiment sur ça pour que le parent puisse s'investir d'une façon, on va dire, permanente et connaître l'importance le rôle des parents par rapport à la scolarité de leurs enfants. Jamal, on va donner la parole à Sandrine, qu'elle puisse réagir aussi aux propos sur, évidemment, l'articulation. Oui. Dans toutes les enquêtes qui sont faites en fin d'année, on se rend compte qu'effectivement, les parents qui suivent les ateliers OEPRE s'investissent beaucoup plus dans la scolarité de leurs enfants. Et par exemple, la semaine dernière, dans le cadre de l'OEPRE, beaucoup de parents ont découvert la possibilité pour leurs enfants de s'inscrire à l'opération Devoirs faits, par exemple, dans les établissements. Donc, il y a vraiment un lien concret qui se fait. Et on donne aussi la possibilité aux parents d'assister à des cours pour se rendre compte des attentes de l'école française. Donc, c'est un jeu gagnant-gagnant. Oui. Oui. Ça fait maintenant au moins une bonne demi-heure que, en se servant de la cartographie comme élément commun, on évoque maintenant les questions de fond qui touchent à l'accueil, à la formation, ce qui fait que on voit bien que cet outil-là est un outil qui nous rend plus intelligents, qui nous oblige en tout cas à nous poser un supplément de questions et à évoquer les situations particulières, donc les réponses appropriées qu'il faut construire.